Alors, partie 1. Donc, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai regardé les questions. Je les ai pas toutes faites. Il y en a certaines où j'avais un doute, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai essayé de les faire. D'autres où je me suis dit, ouais, c'est bon, ça passe. Et donc, on va voir ensemble si ça passe. Là, en l'occurrence, il y en a 2 que j'ai faites là, dans tout ce que vous voyez là, de 5 à 8. Donc, voilà, peut-être qu'il y aura une petite difficulté. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est juste un peu chiant à rédiger, mais que ça devrait aller. Alors, on est parti. Donc, on va prendre n appartenant à grand N. Alors là, donc on prend Q dans ON de Q, c'est-à-dire que c'est une matrice orthogonale à coefficient dans Q. Et voilà, Q transposé AQ, c'est dans Mn de Z. L de Q, c'est le plus petit antinaturel non nul, tel que L de Q fois Q, soit dans Mn de Z. Ok. Donc en gros, je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros, L de Q, c'est le PPCM de tous les dénominateurs. Un truc comme ça. L de Q, c'est le PPCM de tous les dénominateurs qui apparaît dans Q. Bref. Q chapeau, c'est L de Q fois Q. D'accord. On suppose que P est un nombre premier qui divise L de Q. Alors, ça fait plein d'informations, tout ça. Oui. Alors, démontrer que Q chapeau transposé Q chapeau est congru à 0 modulo P puissance K. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a des matrices qui sont congrues? Ça veut dire que leur coefficient... où est-ce que c'est? Attendez, je regarde. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que deux matrices sont congrues modulo P puissance K? Ça veut dire que pour tout J, voilà. Donc nous, il va falloir montrer ça. Donc on va vraiment le faire rigoureusement. Hein. On va vraiment le faire exactement comme c'est écrit. Donc on doit montrer... alors, bon, on va prendre tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Donc c'est Q dans ON de Z. A appartenant à Mn de Z, c'est une matrice telle que Q transposé AQ appartient à Mn de Z, ok. Et donc, voilà, on prend aussi... c'était quoi un nom premier? Ok. On va prendre P, un nom premier, tel que P divise L de Q. Ok. Et je vais aussi prendre direct un R tel que L de Q, c'est PR. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon petit calcul. Je vais devoir démontrer que voilà, j'ai la congruence. Donc, on a... Donc, pour tout IJ appartenant à un N... alors, il y a 2 trucs à faire. Tac, tac. Et aussi, pour tout cas... Alors, on va voir si je peux le faire directement le calcul avec un cas quelconque. On va s'en rendre compte. Au pire, je le supprimerai. On verra. Alors, Q chapeau transposé. Q chapeau. Je veux le coefficient en position IJ. Donc, je mets des crochets pour dire le coefficient de cette matrice-là à la IM ligne, JM colonne. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bon, déjà, il y a des L de Q de partout. C'était quoi déjà? Oui, L de Q, voilà. Donc, j'applique la transposée. Donc, ça fait L de Q au carré, Q transposé Q. Voilà, on est réduit à trouver le coefficient en position IJ de Q transposé Q, et le L de Q carré, vu que c'est un élément en commun, je l'ai sorti. L de Q carré, donc c'est P carré fois R carré, et Q est une matrice dans ON de Z, donc j'ai envie de dire, ça c'est le symbole de Kronecker. Et effectivement, si on fait la congruence modulo P, ça fait 0, modulo P carré, ça fait 0 aussi, parce qu'il y a P carré.
Donc ça, c'est effectivement congru à 0 modulo P puissance K. Je vous rappelle que le K, c'est juste 1, 2. Hein, donc ça marche sans problème. Maintenant, on va montrer l'autre, celui-là. Q chapeau transposé à Q chapeau. Q chapeau transposé à Q chapeau. Je vais regarder le coefficient en position IJ. Alors peut-être... en fait, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, il faut juste lui donner un nom. On sait qu'il est entier. On sait qu'il est entier, donc on va juste lui donner un nom. Et c'est tout, hein, on va pas trop se prendre la tête. Hein. Donc Q chapeau transposé à Q chapeau, eh bien... allez, voilà, on va l'appeler MJ, comme ça, voilà. I inférieur ou égal à I, hein, tac. Mn2, oh, je sais plus quelle taille est là ce truc. Q chapeau, Mn2Z, Mn2Z, hop. N. C'est donc une matrice à coefficient. Donc ça, c'est dans Mn2Z. On a. Donc le IJ, il a été fixé avant, donc là, je peux y aller. Hein. Donc Q chapeau. Alors c'est quoi? C'est Q chapeau transposé à Q chapeau. Coefficient en position IJ. Pardon, il n'y a pas de chapeau ici. Non, c'est juste Q transposé. Là, je me suis un peu emballé. C'est juste, voilà, Q transposé à Q. Q transposé à Q, je lui donne un nom. Et à l'intérieur de Q chapeau, j'ai des L de Q qui vont sortir. Il y en a deux. Il y en a deux. Et voilà. Il y en a deux. L de Q. Je vérifie que je dis pas de conneries. Voilà, il y en a deux. Et MJ. Donc ça fait P carré fois R carré fois MJ. Et donc bah, ça fait bien 0. Alors, voilà, on va le dire tout de suite. Lui, hein, pas de panique. Lui est dans Z. Voilà. On peut souffler, il est dans Z. Donc il n'y a pas... C'est vraiment 0, quoi. Voilà, c'est 0 modulo P puissance K. De toute façon, le K, il vaut soit 1, soit 2. Donc voilà, c'est réglé. Alors peut-être pour aller plus vite, je vais pas recopier le truc que j'ai démontré. Et bon, normalement, je fais ça. Bon, allez, je vais le faire. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais sur le rendu final du truc, ça sera peut-être plus joli. Q chapeau transposé Q chapeau. On a montré que ça faisait 0 modulo P puissance K. Et la même chose avec Q chapeau transposé à Q chapeau. C'est congru à 0. Voilà. Voilà, ça c'est bon. J'aurais dû mettre les petits tic-tic. Alors, question 6. On prend une matrice dans Mn2Z. Soit U appartient à Mn2Z. On rappelle qu'une matrice M de Mn2Z est dans la Gn1. Donc oui, on veut vraiment l'inversibilité. Pour être dans GLN2Z, il faut être inversible. Et en plus que l'inverse soit une matrice à coefficient dans Z. C'est ça qui est important. D'accord, on suppose que U est dans GLN2Z. Démontrer que D de U vaut 1 ou moins 1. Ok, alors bon. Si U appartient à GLN2Z, alors il existe une matrice V qui est ta coefficient dans Z inversible, donc dans GLN2Z. Tel que UV est égal, alors il faut bien les faire, UV est égal à la matrice identité. Donc
je compose cette égalité par l'application déterminant. Det de U fois det de V, ça fait 1. Et ça, c'est dans Z. C'est une égalité qui est dans Z. Tous les éléments sont dans Z parce que, eh bien, parce que U est dans GLN de Z, U est à coefficient dans Z. Et quand je regarde le déterminant, eh ben, le déterminant, il est polynomial en les coefficients de U. Donc, on est quand même encore dans Z. Ça, c'est dans Z. Ça, c'est dans Z. Et le produit des deux fait 1. Bah, il n'y a pas le choix. Pour qu'un produit de nombre dans Z fasse 1, je vais dire soit les deux valent 1, soit les deux valent moins 1. Mais plus généralement, je vais le dire en forme d'élément inversible parce que c'est peut-être mieux de le faire comme ça. C'est mieux de le faire comme ça parce que si jamais vous avez le cas général avec un anneau, det de U, il appartient aux inversibles à Z croix et non pas à Z étoile. Hein. Z étoile, c'est tous les entiers tous les entiers relatifs non nuls. La Z croix, c'est vraiment les éléments inversibles de Z. Voilà. Det de U, c'est un élément dans Z qui est inversible, et son inverse, c'est det de V. Mais les éléments inversibles de Z, c'est plus ou moins 1. Voilà. Donc, ainsi, det de U. Voilà, det de U est égal à plus ou moins 1. La B, on suppose que det de U vaut plus ou moins 1, démontrer que U est dans GLN de Z. Ok, alors, supposons... Alors, là, pour le coup, je vois pas. Supposons que det de U, ça soit plus ou moins 1. Et nous, on veut démontrer que U est dans GLN de Z. Alors, évidemment, on peut dire det de U, du coup, il est non nul, donc il est inversible. Et c'est réglé. Mais non, faites gaffe. Là, c'est vrai. Là, si vous voulez, la difficulté, c'est pas vraiment de montrer que c'est inversible, c'est de montrer que ça a coefficient dans Z, que la matrice U est à coefficient dans Z. Et ça, et que son inverse aussi est à coefficient dans... Alors, pardon, U, on sait que c'est à coefficient dans Z, excusez-moi. La difficulté, c'est de démontrer que son inverse à U est à coefficient dans Z. Mais j'ai envie de dire, si vous connaissez le déterminant de U, qui est non nul, bah c'est bon, vous connaissez son inverse, parce que d'après le cours... eh bien... l'inverse de U est... Eh bien, c'est, bah, vous savez, c'est 1 sur det de U. 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Et alors là, on va y aller tranquille, on va tout justifier. Il va falloir démontrer que V... non, ça, en fait, si vous voulez, c'est l'inverse d'une matrice. Quand vous avez une matrice inversible, ça, c'est l'expression... V, c'est l'expression de l'inverse de cette matrice. Mais après, c'est juste une matrice inversible, elle n'est pas forcément à coefficient dans Z. Il se trouve que dans ce cas particulier, elle est à coefficient dans Z parce que U est à coefficient dans Z. Pour quelle raison? Comme de U, d'après le cours, d'après la façon de définir la matrice comatrice de U, bah, c'est avec des... En fait, c'est comment dire? C'est moins 1 puissance ij fois le déterminant de... qu'est-ce que je raconte? Le coefficient en position ij de la matrice comme U, c'est moins 1 puissance i plus j fois le déterminant de la matrice UIJ. Et qu'est-ce que c'est la matrice UIJ? C'est la matrice où on a retiré la IM ligne, JM colonne. Bref, donc ça c'est comme de U, coefficient IJ. Ce coefficient-là, c'est... Alors, UIJ, c'est une matrice à coefficient dans Z. Le déterminant d'une matrice à coefficient dans Z, c'est à coefficient dans Z car polynomial en les coefficients. En multipliant par ce coefficient qui est dans Z, ça reste dans Z. Blablabla, bla bla, c'est dans Z. Quand je fais la transposée d'une matrice à coefficient dans... Alors non, ça va pas ça. C'est pas que ça appartient à Z, c'est que ça appartient à Mn de Z. Quand je fais la transposée, j'appartiens encore à Mn de Z. Et ça vaut plus ou moins 1. Donc le tout appartient à
Mn de Z. Enfin, même GLN, bon, elle est inversible, hein, je veux dire. Cette matrice V, elle est inversible d'inverse U. Voilà. Donc, ainsi, U appartient à GLN de Z. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va passer à la C. Montrer que GLN de Z croix est un groupe. Bon, bah c'est... J'ai envie de dire, tout est fait. Hein. Là, vous voyez, on a montré une équivalence. Là, on a montré que U appartient à GLN de Z si et seulement si. Dans la question 6b, en fait, c'est... La question 6a, c'est l'inclusion comme ça. La question 6b, c'est l'autre inclusion. Là, on a démontré que GLN de Z... Alors, peut-être on l'écrit. Alors, comment écrire ça D'après 6a et 6b, on a eh bien, GLN de Z, on peut dire que c'est l'ensemble des matrices à coefficient dans Z tels que leur déterminant, c'est plus ou moins 1. Et c'est avec cette description de GLN de Z qu'on va démontrer que c'est un groupe pour la loi fois. D'ailleurs, on se trimballait avec des U, donc on va le faire avec des U. Alors, déjà, c'est un sous-ensemble d'un groupe connu. Alors, GLN de Z, c'est dans GLN de R. Ouais. Bon, je sais pas si c'est ça qu'on démontre. Ouais. Bon, GLN de Z. En fait, on va montrer que c'est un sous-groupe. GLN de Z, ça inclut dans MN de Z, dans GLN de R. Alors, bon, Mn de Z suffit. GLN de Z est inclus dans Mn de Z. Voilà. Alors, non, là, ça va pas. Non, c'est pas les bonnes lois, là. Non, c'est plutôt que... Ouais, on va plutôt dire que c'est inclus dans GLN de R, pardon. Et que GLN de R croix est un groupe. Lui, c'est un groupe. Donc, on va démontrer que GLN de Z est un sous-groupe de GLN de R. On veut la stabilité par... on veut déjà l'identité. Donc, det de l'identité, c'est égal à 1. Donc, l'identité appartient à GLN de Z. Alors, je regarde si je ne me suis pas planté. C'est vraiment... On a bien démontré ça, non si je suis dans GLN de Z, déterminant va plus ou moins 1. Et si le déterminant va plus ou moins 1, je suis dans la GLN de Z. Donc, c'est bon. Donc, il faut quoi pour avoir un sous-groupe? Il faut être inclus dans un groupe. Faut un élément neutre pour la loi, donc là c'est la loi de multiplication, et il faut la stabilité par produit et inverse. Donc stabilité par produit et inverse, on fait les deux en même temps. Hein. Donc on prend U, voilà, dans GLN de Z, et on va calculer tranquillement le déterminant de U fois V-1. On a le droit, V est inversible, et donc ça va faire... Avec les propriétés du déterminant, ça va faire det de U fois 1 sur det de V. J'ai bien le droit de le faire parce qu'en réalité, le dénominateur vaut plus ou moins 1. Donc ça vaut plus ou moins 1. Voilà. Ainsi, GLN de Z, muni de la loi fois, est un groupe. Voilà. En tant que sous-groupe de GLN de R. Question 7. On prend une matrice
Dans ON de Z, démontrer que sur chaque ligne ou chaque colonne de M, on n'a qu'un et un seul coefficient non nul et que celui-ci vaut 1 ou moins 1. Alors, 7A. J'ai regardé, il y a des questions chiantes à rédiger, donc bon, on passera peut-être il y a certaines questions, on passera peut-être un peu de temps parce que c'est juste un petit peu pénible à rédiger. Donc, on prend M dans ON de Z. Alors, démontrer que sur chaque ligne et chaque colonne de M, on n'a qu'un et un seul coefficient non nul et que celui-ci vaut plus ou moins 1. Donc en gros, la matrice, il y a des zéros partout et il y a... donc je vais dire une situation qui peut se produire. Voilà, ça et des zéros partout. Mais un truc qui ne peut pas se produire, c'est ça. Voilà, ça peut pas se produire parce que voilà, faut vraiment avoir des coefficients plus ou moins 1 sur des lignes et des colonnes différentes. Alors, je réfléchis. Déjà... Bah, on sait que M transposé M vaut la matrice identité. So what? Oui, alors, on va utiliser un truc. Donc là, en fait... alors, on peut regarder le produit... Il y a un produit scalaire, en fait, qu'on va regarder. On va se placer sur Mn1 de R. Il y a un produit scalaire. Vous le connaissez. Le produit scalaire de... Donc, c'est des vecteurs colonnes. Hein. C'est simplement X transposé Y. Grâce à ce produit scalaire, en réalité, on peut dire que les colonnes de la matrice M forment une base orthonormée. C'est-à-dire, si je prends deux colonnes distinctes, produit scalaire nul, et chaque colonne est de norme... Et que chaque colonne est de norme 1. Ok, alors, je vais traduire ça. J'ai pas vraiment envie de... Enfin, faut quand même faire gaffe parce que produit scalaire, c'est vraiment sur... faire attention avec les produits scalaires. Là, on est sur ON de Z, donc... bon, on peut faire un produit scalaire sur Mn de R, mais moi, je vais plutôt raisonner en termes de coefficients. C'est-à-dire que pour tout IJ appartenant à 1 n carré, moi, je vais m'intéresser au coefficient de la matrice M transposée M en position IJ. Ce coefficient-là, bah on sait ce que ça fait. On sait que M transposé M, ça fait l'identité, donc ce coefficient-là, c'est delta IJ. Voilà, symbole de Kronecker. Donc, en notant M égale M... bon, il faut donner un nom à voilà, MKL. Alors, MKL. Voilà. Alors, on va... Là, j'ai donné un nom à la matrice, j'ai donné un nom au coefficient de la matrice M. Mais alors, c'est quoi le coefficient de la matrice M transposé M? Alors, je vous rappelle rapidement, quand vous avez AB, le coefficient en position IJ de la matrice AB, c'est la somme des AIK BKJ. AIK BKJ. Donc nous, c'est avec M transposé, donc déjà, c'est des M à la place. Voilà, c'est que de la lettre M. Et puis c'est M transposé, donc c'est pas des MIK, c'est des MKI. Voilà, donc MKI, MKJ. Et ben voilà, c'est ce qu'on va écrire. Donc on va écrire la somme pour k égale 1 à n de MKI, MKJ est égale à delta IJ. Voilà. En particulier, si I égale J, et bien si I égale J, on va obtenir la somme des MKI carré qui va valoir 1. Mais je vous rappelle que les coefficients ici, bah, c'est des nombres entiers.
Donc vous n'avez pas trop de choix, hein, j'ai envie de dire. Euh, une somme une somme d'antirelatifs mis au carré qui fait 1, il n'y a pas le choix. Ils valent tous 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Maintenant, il faut l'écrire. Ils valent tous 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Donc il y a un certain... Je veux dire, quand je dis sauf 1 dans la somme. Donc 1 pour un certain indice K. Donc le I, vous y touchez pas. Le I, vous le laissez tranquille. C'est le K, il y a un certain indice K. Il y a un certain K qui fait que un MKI n'est pas égal à... un MKI vaut plus ou moins 1 et tout le reste vaut 0. C'est bien, mais ça ne va pas tout à fait nous donner... alors attendez, laissez-moi réfléchir. Cet indice K0 va dépendre de I, parce qu'en fait, le K, c'est la position sur la ligne. C'est la ligne où se situe ce plus ou moins 1. Et en fonction de... oui, K0, oui. Bon, ça va être un peu chiant à rédiger ça. Je réfléchis... Bon. Il y a un K0, mais en fait, il va dépendre de I. Il existe... Ouais, alors. Puis on corrigera. Mais il existe donc un K0 qui va dépendre de I. Alors, il est dans un N tel que, eh bien, comme je vous ai dit, le MK0I, virgule I, lui fait plus ou moins 1. Et pour tout K appartenant à un N privé de ce K0I, eh bien, on a... C'est une façon très compliquée que tout le monde vaut 0, sauf 1 qui vaut plus ou moins 1. Mais c'est nécessaire parce que là, en fait, c'est pas tout à fait fini. Là, on a vraiment besoin d'avoir... là, en fait, ce qu'on a démontré, c'est que sur chaque... d'ailleurs... peut-être que c'est mieux. Vous voyez là, lui, il est à droite, donc autant l'appeler J en fait, de toute façon I égale J. C'est peut-être mieux de l'appeler J parce que J, ça nous rappelle colonne. Ok. Donc je vais mettre un J. C'est pas très grave, hein, c'est juste. Mais je trouve que c'est plus logique de mettre un J. Donc là, petite modif. Son I égale J, on s'en fout. Mais quand même, vu que c'est une colonne, les colonnes, c'est... Voilà, on les appelle J. Tech. MKJ. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si on se place par exemple sur la colonne J, fixons, vous avez votre matrice et intéressons-nous à CJ, la colonne J. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? À une colonne fixée, on est en train de dire qu'il existe un unique coefficient qui vaut plus ou moins 1. Donc là, vous avez votre colonne. Et là, il y a plein de termes. Ils valent tous 0. Et à un moment donné, il y en a un, le MK0I. Voilà. Qui vaut plus ou moins 1. Voilà. En gros, c'est ça qu'on est en train de dire. Mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que... alors, je réfléchis... je suis un peu des fois lent à la détente, hein, mais ce qu'on ne veut surtout... Donc ça, c'est bien. Déjà, sur chaque colonne, il n'y a qu'un seul coefficient non nul qui vaut plus ou moins 1. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que maintenant, sur les lignes... on ne veut pas que sur les lignes... on veut pas que sur les lignes, on ait des coefficients... oui, voilà, pardon, j'ai mis du temps à atterrir. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Que la colonne d'avant, par exemple... voilà. Ça, on veut pas. Ça, c'est exclu. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier que les
ce qu'il faut, c'est vérifier que le produit scalaire des lignes, les LI scalaire LJ, il faut bien vérifier que ça fait 0, mais c'est une base... Ouais, ok. Bon, je me suis un peu embêté avec ce cas 0J, excusez-moi. Hein. C'est un petit peu une phase... Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, on va montrer... Mais là, je suis en train de me dire que pour tout ça... Je me suis dit, on va montrer que cette application-là est injective. Et partir là-dedans. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Là, on utilise le fait que tous les vecteurs sont de norme... Toutes les colonnes sont de norme 1. Je prends le cas où I égale J. Donc, bon, à la rigueur, la dépendance en J, accessoire. J'ai l'impression que ça complique pour pas grand-chose. Donc, voilà. On va rester comme ça. Donc là, on est plutôt bien parce que ça veut dire que sur chaque colonne, j'ai qu'un seul coefficient non nul. Et maintenant, si je prends deux lignes, donc si égale J, voilà. Si égale J, c'est ici. Si I différent de J, eh bien, le produit scalaire de Li par Lj, c'est en fait... le produit scalaire des lignes ou des colonnes... attendez, je réfléchis. Ouais. La famille des lignes de M est orthogonale. Est orthogonale, ça veut dire que Li scalaire Lj, ça fait 0 pour tout IJ, pour tout I différent de J. Voilà. Donc ça veut dire que sur chaque ligne, il n'y a qu'un seul coefficient non nul qui vaut plus ou moins 1. Voilà. Donc là, ainsi, alors, désolé, je m'y reprends un petit peu parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu chiant à écrire, donc lui, je vais le mettre là. Excusez-moi, j'ai pas fait la conclusion. La conclusion de ça, c'est que sur chaque colonne, on avait dit qu'on rédigeait bien, alors on rédige bien. Donc là, on a démontré que sur chaque colonne de M, il n'y a qu'un seul coefficient qui vaut plus ou moins 1. Voilà, et c'est exactement ce qu'on va dire là, la famille des lignes de M, des lignes, donc des lignes LI de M, elle est orthogonale, c'est-à-dire qu'on a ça. Ainsi, sur chaque ligne de M, il n'y a qu'un seul coefficient qui vaut plus ou moins 1. Donc, voilà, voilà. Là, ça répond à la question. Alors, en déduire le cardinal de ON de Z. Le cardinal de ON de Z. Le cardinal de ON de Z. Je réfléchis. Bon, il n'y a pas 40 matrices. Hein. Alors. Comment on va rédiger ça on va le faire ligne par ligne, ou colonne par colonne, peu importe, mais bon, faut juste se décider. Alors, si on s'intéresse au cas où, je sais pas, n égale 3, bah en gros, regardons un petit peu les matrices qu'il y a. Donc peut-être pour n égale 2, il y en aura moins, c'est mieux. Pour n égale 2, bah on a quoi? On a l'identité.
quantité. Voilà, on a -1, 0, 0. Voilà, c'est bien respecté. Sur chaque ligne et chaque colonne, il y a un unique coefficient qui vaut plus ou moins 1. Et puis après, il y a 0, voilà, on peut le mettre aussi comme ça. Alors, pardon, c'est pas ça qu'on va faire. Le mieux, c'est de dire, voilà, on va faire plutôt. Voilà. Dans la première ligne, on va regarder le cas où n égale 2. Dans la première ligne, j'ai que 2 coefficients. Je peux très bien dire, je mets un plus ou moins 1 ici, 0, et dans la deuxième ligne, je suis obligé de mettre 0, plus ou moins 1. Ou alors, j'ai aussi 0, plus ou moins 1, plus ou moins 1, 0. Voilà. Ce qui me fait, vous voyez, ici, le nombre de matrices possibles, là, j'ai 2 choix. Et pour chacun de ces 2 choix-là, là, j'ai encore 2 choix. Donc là, ça m'en fait 4. Et pareil, là, ça m'en fait 4. Donc bref, le cardinal de O2 de Z, c'est 8. Ok. On peut faire ça. Alors 8, je dis pas de conneries. 8, oui. 2 fois 2 fois 2 fois 2, oui, c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se... Ligne par ligne, on a... Alors on va faire ça comme ça. Prenons un n appartenant à n étoiles. Il y a pour la première ligne, voilà, il y a des coefficients là, coefficient là, coefficient là, coefficient là, coefficient là. De toute façon, la première ligne, il y a des zéros partout, sauf à un moment donné où il y a un plus ou moins 1. Mais du coup, le plus ou moins 1, il peut se situer... on regarde la première ligne, hein, on regarde L1. Le plus ou moins 1, il peut être à la première place ici, ou à la deuxième place, ou à la troisième place. Bref, j'ai n choix. Il y a n choix. Il y a n choix possibles pour placer l'unique coefficient sur la ligne 1. Et une fois qu'on l'a placé, voilà, donc 0, 0, 0, 0, et là on dit hop, je le place ici, et bien vous voyez que c'est plus ou moins 1, et donc il y a encore, pour chacun des n choix possibles pour le choix de ce plus ou moins 1, enfin pour le choix de ce coefficient, après c'est soit 1 soit moins 1, donc il y a encore 2 choix. Donc là, il y a n choix possibles pour placer l'unique coefficient sur L1, puis 2 choix possibles entre moins 1 et 1. Voilà. Ce qui donne ce qui donne 2n choix, ce qui donne 2n choix possibles. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais le faire pour une ligne quelconque. Hop, vous voyez le truc venir, je vais prendre i dans un n. Est-ce que j'allais faire ça pour L2, L3? C'est bon, on a compris. Hein. On va pas faire ça. Voilà, il y a une choix possible pour placer l'unique coefficient sur LI, donc la ligne LI, puis 2 choix possibles entre moins 1, ce qui donne 2n choix, ce qui donne 2n choix possibles. Ah mais non, ça va pas ça. Oula, ça va pas. Les lignes, elles sont reliées entre elles, il y a une condition entre elles. Donc non, ça va pas ça. Ça c'est pour L1. Non, on est obligé de faire... on est obligé de se la faire... voilà. Tac, alors... alors, je vais faire un copier-coller. Donc, pour L2, il y a... Alors, L2, on peut prendre tout sauf la position qui a déjà été prise par L1. Donc, imaginez L1.
Ça, c'est la ligne 1. Et maintenant, on regarde la ligne 2. Vous voyez, là, imaginez que ça soit la colonne J, et que maintenant, je m'intéresse à la ligne 2. Où est-ce que je place mon plus ou moins 1? Ici, on peut placer le plus ou moins 1 où vous voulez, sur la ligne L2. Vous pouvez le placer où vous voulez, sauf sur la JM colonne. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, des choix possibles, bah, il y en a n-1. Il y a n-1 choix possibles pour placer l'unique coefficient sur L2. Puis deux choix possibles pour placer, voilà, hein, ce qui donne 2n-1 choix. Ce qui donne 2 n-1 choix. On recommence. On recommence et tac, tac, tac. Et le dernier, bah, il y a un seul choix. En fait, tout a été pris, donc voilà, un seul choix possible pour placer l'unique coefficient sur Ln. Plus de choix possible, hein, toutes les places ont été prises. Puis deux choix possibles entre moins 1, ce qui donne deux choix possibles. Ce qui donne 2n-1 choix possible. Voilà. Ainsi, bah, c'est quoi? Bah, c'est 2n fois 2n-1, etc. Donc, ainsi, le cardinal de ON de Z eh bien, c'est quoi? C'est le produit pour i égale 1 à n de 2 i fois i factoriel, c'est-à-dire 2 puissance n fois n factoriel. Voilà. Ben oui, parce que on est d'accord que là, le terme pour i égale n, c'est quoi? C'est 2 fois... pardon, il n'y a pas de factoriel là. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est bon. Ce que je disais, c'est que le terme pour i égale n, ça fait 2n. Le terme pour i égale n, c'est le nombre de choix possibles pour les coefficients de la ligne... pour les coefficients de... Ouais, c'est vrai que c'est un peu inversé. Bon, n-i... J'aurais peut-être... ouais, ça aurait été peut-être plus clair de faire ça. Voilà, et des termes, j'en ai n, donc ça fait 2 puissance n fois n factoriel. Bon, ça revient au même que ce que j'ai écrit, mais il y avait juste... j'aurais dû faire le produit en partant de la fin, mais pour que ça soit un peu plus clair et que ça corresponde aux lignes. Bref, on a fini de démontrer ça. Voilà, question 7, c'est bon. 7A, 7B, c'est bon. Alors, on passe à la suite. Alors, on prend une permutation dans Sn, on pose Q sigma, c'est cette matrice, là, donc là on nous donne les coefficients. On doit montrer que la transposée de Q sigma, c'est Q sigma moins 1. Ok. Donc pour démontrer que deux matrices sont égales, pour montrer que A égale B, bah on est d'accord, il faut montrer que le coefficient en position IJ de la matrice A est égal au coefficient de la matrice, en position IJ de la matrice B. Donc bah c'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Prenons sigma appartenant à Sn. Et on va dire qu'on a pour tout i, pour tout ij appartenant à 1n. Donc on va calculer... alors là, je me rends compte qu'il y a deux trucs à faire. Donc premier point. Calculons
le coefficient de la matrice Q sigma transposé en position IJ, IM ligne, JM colonne. Alors faites attention, il y a la transposée. Donc là, il faut faire la transposée. Alors là, il faut faire gaffe parce que on serait tenté de dire que la transposée, ses coefficients, on serait tenté d'inverser les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et de dire que, bah voilà, là c'est ici, là c'est sigma j et ici c'est sigma i. Pardon, ici c'est sigma j et ici c'est sigma i. En fait, non. Enfin, je vous dis ça parce qu'en fait, moi j'aurais pu faire l'erreur en allant un petit peu vite. Juste, simplement, ce que vous pouvez faire, c'est Q sigma, ces coefficients, vous pouvez dans un premier temps les noter QIJ. Et du coup, Q sigma transposé, ces coefficients, c'est QJI. Ok. Et du coup, on voit bien que là, on est dans le cas où QIJ est égal à delta I sigma J. Donc ça, c'est pour les coefficients de la matrice Q sigma. Et donc, la matrice transposée, c'est QJI, c'est-à-dire delta J sigma I. Voilà. Donc là, on a bien les coefficients. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc ça fait delta J sigma I. On peut écrire la définition du symbole de Kronecker. Donc c'est 1 si J égale sigma I et 0 sinon. Hein, donc voilà, je détaille tout. Voilà. Sigma, c'est une permutation, donc c'est une bijection de 1n dans 1n, donc elle possède un inverse. Donc cette égalité ici, bah, on peut composer par sigma moins 1 hein, qui existe, hein, voilà, c'est une bijection. Donc ça fait 1 si i est égal à sigma moins 1 de j, et 0 si i est différent de sigma moins 1 de j. Voilà. Donc on peut réinterpréter ça en termes de symbole de Kronecker, c'est-à-dire que ça fait i sigma moins 1 j. Et là, du coup, on remarque que c'est exactement le coefficient en position ij de la matrice Q sigma moins 1. Donc là, on a démontré que les deux matrices sont égales vu qu'elles ont les mêmes coefficients. Donc Q sigma transposé, eh bien c'est égal à Q sigma moins 1. Voilà. Donc on va continuer le reste. Alors, donc tout ça, on n'a plus besoin. Alors on veut montrer que Q sigma est dans ON de Z. Alors ça, donc il faut déjà avoir une matrice à coefficient dans Z. Bon, là c'est clair. Hein. Q, c'est quoi? Q sigma. Bon, c'est clairement une matrice à coefficient dans Z, parce que le symbole de Kronecker vaut 0 ou 1, donc c'est bien des entiers relatifs. Donc voilà. Ensuite, on doit démontrer que M transposé, enfin Q sigma transposé Q sigma est égal à l'identité. Et il faut... et c'est tout, non? ON de Z, je veux dire, c'est le ON qu'on connaît, sauf que les coefficients sont... voilà. C'est le ON qu'on connaît, c'est-à-dire c'est M transposé M est égal à l'identité. Voilà. Mais la particularité, c'est que c'est des matrices à coefficient dans Z. Donc on va montrer que M transposé... Attends, je me suis un peu emballé là. On n'en est pas du tout là. On en est là. Ce qu'on va montrer, c'est que Q sigma transposé Q sigma est égal à l'identité. Montrons que Q sigma transposé Q sigma est égal à l'identité. Et donc, on va devoir calculer les coefficients de tout le monde. Donc, let's go. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, ça, juste avant. Q sigma transposé Q sigma. Donc, le coefficient en position IJ. On l'avait vu tout à l'heure. Alors, pour éviter temporairement de raconter des conneries, je vous propose les coefficients de Q sigma, je vous propose temporairement de les appeler QIJ.
ça va éviter de se foirer sur les coefficients. Donc là, on va utiliser ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir que eh bien, là, on obtient QKI, QKI, QKJ. Voilà. Donc, il suffit simplement ça, c'est la formule, on l'a vu tout à l'heure, mais je vous rappelle que le coefficient de la matrice A fois B en position IJ, eh bien, c'est la somme pour k égale 1 à n de AIK BKJ. Donc, c'est exactement ce que j'applique avec A égale Q sigma transposé et B égale Q sigma. Mais je m'aide un petit peu de ça. Là, maintenant, je vais remplacer. Je les connais, les coefficients, mais je préfère quand même, dans un premier temps, leur donner des noms, on va dire, classiques, QIJ. Et là, je vais remplacer parce que je sais en réalité ce que vaut QKI. Alors, QKI, ça vaut... c'était quoi? C'était delta IJ. Donc, ça va faire delta K sigma I. Delta IJ, donc delta K sigma J. Voilà. Donc on doit démontrer que... alors, ce qu'on aimerait, c'est montrer que ça fait le symbole de Kronecker de IJ, hein, qui est d'ailleurs le coefficient en position IJ de la matrice identité. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc là, bon, ce truc-là, c'est quelque chose de très simple si on fait la distinction des cas, I différent de J, I égale J. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que toute cette quantité, eh bien, elle vaut 1 lorsque I égale J et 0 sinon. Donc ça nous amène à faire la distinction ici. Voilà. Là, on fait une petite indentation hein, pour que ça soit bien. Voilà. Donc, si I égale... Déjà, si I égale J... si I égale J... eh bien, ce coefficient-là... regardons ce que ça fait ici. Alors, on va avoir, bon je l'écris, on va avoir du coup, bon les deux sont égaux, hein, les deux symboles de Kronecker sont égaux, voilà. Donc ça fait delta K sigma I. Normalement c'est au carré, mais de toute façon c'est le symbole de Kronecker, donc ce truc-là vaut 0 ou 1, et 0 au carré ça fait 0, et 1 au carré ça fait 1. Donc là je suis simplement en train de dire que le symbole de Kronecker de KL au carré, c'est le symbole de Kronecker de KL. Hein. Il n'y a pas de doute. Donc, voilà, ça fait ça. Et cette somme, eh bien, cette somme-là, tous les termes sont nuls, sauf le terme lorsque K vaut sigma I. Donc, toute la somme est nulle, sauf quand K vaut sigma I. Donc, ça fait ça, c'est-à-dire 1. Voilà, donc on a bien fait le job. Et si I différent de J, eh bien, on va... tac, donc si différent de J, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si différent de J, eh bien sigma I est différent de... eh bien sigma I est différent de sigma J. Voilà. Alors bon, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord, c'est l'injectivité de l'application sigma. Je vous rappelle que si x est différent de y, ça implique que f de x différent de f de y. Ça, c'est la définition d'injectivité. Si vous voulez, c'est la contraposée, mais bon, peu importe. C'est la contraposée de la définition de l'injectivité. Et il se trouve que les permutations sont injectives vu qu'elles sont bijectives. Donc on a ça. Et justement, pour tout cas appartenant à un n, eh bien, delta ki, non, delta k sigma i. Donc là, j'écris le terme qu'il y a à l'intérieur de la somme. Ce terme-là, eh bien, il est non nul si et seulement si
Et ben si et seulement si... Oui, bon. Alors, ok, je vais l'effacer parce qu'en fait, je tourne un petit peu en rond. Euh, Ce terme-là, il est non nul si et seulement si. Pour qu'il soit non nul, il faut vraiment que lui égale 1 et que lui égale 1. Et le premier terme, il vaut 1 si k égale sigma i. Et le deuxième, il vaut 1 si k égale sigma j. On est d'accord? Donc en fait, il faut vraiment que sigma i égale sigma j. Ça nous permet de dire que en fait, sigma i n'est jamais égal à sigma j. Le mieux c'est de dire ça. On a alors ça. Le mieux c'est de dire ça. Donc, pour tout cas, j'essaie de rédiger un peu en même temps. Voilà. Pour tout cas, on a ça. Ainsi, alors plutôt le ainsi on le mettra après. D'où le coefficient de Q transposé Q en position IJ, eh bien c'est 0. Ainsi, Q sigma, voilà. Donc là, ce qu'on a démontré, c'est qu'on avait delta IJ, c'est-à-dire le coefficient en position IJ de la matrice identité. Et on va plutôt le mettre ici. Donc, encore une fois, je les rédige peut-être un peu beaucoup, mais bon. Autant faire les choses propres. Voilà, donc au final, ça fait identité. Et donc, Q sigma est une matrice dans ON2Z. Voilà, alors je pense à autre chose. C'est vrai qu'on aurait pu... oui. Là, c'est juste comme ça au passage, mais si jamais on vous demande de calculer le déterminant de Q sigma, en fait, on peut très bien revenir à la définition, hein, parce que c'est vrai que en fait, j'avais pensé dans ma tête, c'était bon, bah, je vais d'abord montrer que c'est inversible, etc. Mais en fait, bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si jamais on veut montrer que Q sigma est inversible, avant de démontrer ça, hein, imaginons que ça, on le connaît pas, bah, vous pouvez aussi faire utiliser la grosse formule là, du déterminant et ça marche plutôt très bien. Juste, je vous montre ça. Donc ça fait epsilon sigma, le produit pour i égale 1 à n de delta i sigma i. Et là, vous voyez, pour que ce produit fasse 1, il faut que pour tout i égale sigma i. Et ça, dire ça, c'est équivalent à dire que sigma est la matrice identité de Sn. Donc en réalité, dans cette somme, il n'y a qu'un seul terme qui est non nul. Il y a, si vous voulez, vous pouvez faire la séparation. Hein, vous dites, il y a le terme pour sigma est égal à l'identité, donc ça fait voilà, signature de l'identité fois 1, parce que du coup tout le produit va faire 1. Et après, bah, il va rester tous les autres termes pour sigma différent de l'identité. Mais si sigma est différent de l'identité, ça veut dire qu'il y a au moins I0 tel que il y a au moins I0 tel que sigma de I0 soit différent de I0. Okay, et donc ce produit-là va faire 0. Voilà. Donc au final, tout ça, ça fait signature de l'identité, c'est-à-dire 1. Voilà. Ça, c'est juste comme ça, si jamais on voulait démontrer que on avait une matrice dans GLN2Z, que Q sigma appartenait à GLN2Z. Alors, next, question 9. Alors, pour tout IJ, avec I différente J, on pose P sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'est une matrice diagonale. Matrice diagonale, un 1 en position IJ. Ok. Tac. Et un 1 en position JI. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est comme si on avait pris l'identité et qu'on lui avait retiré et ajouté des trucs. Alors, ok. Bon, on va voir ce qu'on nous demande.
On doit démontrer qu'il existe une permutation sigma de Sn telle que PIJ est égal à Q sigma. Alors, bon déjà cette permutation elle va dépendre de IJ. Parce que tout dépend de IJ là. Je veux dire, les matrices, les entiers IJ ont été fixés, et une fois qu'on les a fixés, bah, on définit PIJ. Donc là, voilà, matrice de permutation, elle va dépendre. Alors, bon, ça serait bien d'écrire, ça serait bien d'expliciter les coefficients de PIJ. Ok, alors on va l'écrire. Ça va être un peu chiant à rédiger. Alors c'est parti, 9A. Donc je fixe IJ, deux entiers distincts. Alors, PIJ, donc c'est quasiment l'identité, mais on lui a... Voilà, déjà je mets l'identité. De toute façon, c'est une matrice diagonale. Non, c'est pas une matrice diagonale, non, pas du tout. C'est une matrice... voilà, donc c'est l'identité, sauf qu'il n'y a pas... On lui retire ce coefficient-là, il est en position II, donc c'est-à-dire qu'on va lui retirer EII. Il n'y a pas non plus ce coefficient, il est en position JJ, donc il faut le retirer à l'identité. Et par contre, il y a deux autres coefficients que la matrice identité n'a pas. C'est celui-là en position IJ, donc plus EIJ. Et il y a l'autre qui est là en position J, IM ligne, IM colonne, donc plus E. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que ça nous aide ça? En fait, si vous voulez, bon, se trimballer avec la matrice PIJ, c'est pas très pratique. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est on va regarder le coefficient KL de la matrice PIJ, et on va montrer que c'est égal, que le coefficient KL, il est égal à un certain, un certain delta I sigma J, avec un certain sigma. Et là, c'est là que le sigma va être mis en évidence. Alors, c'est parti. Alors, je vais être amené à prendre le coefficient en position KL. Donc, celui en position KL de la matrice identité, ça c'est facile, c'est delta KL. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir se rappeler, il va falloir donner le coefficient en position KL de... le coefficient en position KL de la matrice EIJ. Alors, fixons KL dans 1n carré. Alors, EIJ, c'est une matrice, et moi je m'intéresse à son coefficient en position KL. Bah, la matrice EIJ, il y a des zéros partout. Sauf à un moment donné, où il y a un 1 lorsque I égale J. Et donc, si le coefficient en position KL tombe pile dessus, c'est-à-dire si I égale K, I égale K et J égale L, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait 1 et 0 sinon. Donc, pour avoir 1, il faut vraiment que I égale K et que J égale L. Donc, quelque part, bah, c'est exactement delta IK multiplié par delta JL. Et si vous regardez, ça fait exactement ça. Pour que lui, il fasse 1, eh bien, il faut que les deux fassent 1. Et donc, il faut vraiment que I égale K pour que lui fasse 1, et que J égale L pour que lui fasse 1. Bref, voilà. Ce qui va nous permettre
Ce qui va nous permettre de... Alors je sens que ça va être long. Enfin ça va être... bon, ça va être un petit peu... ça va être un peu pénible à écrire, mais on va y arriver. Le coefficient en position KL de la matrice PIJ. Donc il va y avoir des coefficients en position KL de lui, coefficients en position KL de lui, vous avez compris. Donc là on va avoir pour la matrice identité c'est delta KL. Ensuite pour la matrice EII c'est delta IK, delta IL. Ensuite pour la matrice EJJ c'est delta JK, delta JL. Pour la matrice EIJ, on vient de le dire, c'est delta IK, delta JL. Et là, c'est là, c'est inversé. Et donc, c'est delta JK, delta IL. D'accord, super. Bon, on va... Alors, je vous dis ce que je pense et c'est plutôt ça qu'on va essayer de montrer. Moi, je pense que... mais c'est ce qu'on va démontrer. Je pense que, en fait, le sigma, c'est la matrice de transposition IJ. Pour moi, sigma, c'est taux IJ, matrice de transposition. Parce que ça dépend de I et J, et alors, je ne saurais pas vous dire Enfin, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais je pense que c'est un truc comme... Je pense que c'est ça ou un truc comme ça. Et taux IJ, laissez-moi réfléchir. Delta I, taux IJ... Qu'est-ce que je fous? Donc Q2. Donc désolé, j'ai une petite phase de recherche. Q de Toiji KL. Ça c'est Q de Toiji KL. 1 si K égale Toiji L. Ouais, ok, donc ça va être si L égale I ou un truc. Ouais. L égale I, L égale J. C'est là qu'il va se passer un truc. C'est là où on va... Ok. Parce que là, si L égale I, ce truc fait J. Si L égale J, ce truc fait I. Et sinon, ça fait L. Donc, je vais distinguer le cas où L égale I. Alors, si L égale I, je ne vais pas me prendre la tête, parce que sinon, on va aller vite et on va faire des erreurs, et on ne veut pas faire d'erreurs. Si L égale I, regardons ce qui se passe. Si L égale I, donc là on a dit que ça fait I, là on a dit que ça fait I. Voilà. Donc là, bon, on va pouvoir simplifier. Lui, il fait 1. Vous voyez, lui, I est différent de J. C'est par hypothèse. Donc lui, il fait à 0 car I est différent de J. Lui fait 1. Lui fait 0 pour les mêmes raisons. Et donc là, bah, ça simplifie quand même pas mal. Donc on va obtenir delta KI moins delta IK plus delta JK. Mais les deux là, c'est les mêmes. Hein, je veux dire, écrire un symbole de Kronecker avec KI ou IK, je veux dire, c'est pareil. Écrivez la définition, ça va être pareil. Donc on va simplement avoir, tac, ça se simplifie. Et donc on va avoir delta JK. C'est-à-dire que ça fait 1 si J égale K, 0 si J est différent de K. So what? So what? Eh ben...
eh bien, c'est aussi égal à 1. Alors, je l'écris, puis on va le vérifier. Je l'écris, puis on réfléchit après. C'est aussi égal à 1 si k égale taux et j de L, et 0 si k différent de taux et j de L. Pour quelle raison? Bah parce que le L, on a dit qu'il était égal à I. Ouais, le L, on a dit qu'il était égal à I. Donc ce taux et j, là, bah, ça fait taux et j de I, mais taux et j, c'est la matrice de transposition IJ. Donc bah, ça fait... Lui, il fait J, en fait. Alors, ça, c'est égal à J. Hein. Mais, voilà. Ici, on précise que taux et J... Alors j'ai dit matrice de permutation, pardon, je crois que j'ai répété plusieurs fois matrice de permutation. Non, c'est juste une... c'est transposition. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit matrice. Ça, c'est simplement... C'est la transposition I, J. Voilà. C'est simplement la permutation qui va échanger I et J et qui va rien faire sur tous les éléments qui sont distincts de IJ. Tout simplement. Et donc, pour quelle raison on l'écrit comme ça? On l'écrit comme ça parce que c'est exactement... C'est exactement... Est-ce que je dis pas des... C'est exactement... Alors, normalement, c'est... laissez-moi réfléchir un petit coup. Delta I, sigma J. Oui, voilà. Je vous avais dit, c'est un peu chiant à écrire, surtout en pleine vidéo comme ça où il ne faut pas se planter. Donc on est d'accord que ça fait ça. Hein. Voilà. Si lui égale lui, c'est bien ce que j'ai écrit ici, ça fait 1. Et si lui est différent de lui, bah, c'est bien ce que j'ai écrit là, ça fait 0. Mais ça, c'est exactement le coefficient en position KL de la matrice Q tau et J. Ok. Donc là, si vous voulez, on a démontré que les... en gros, j'ai répondu à la question, j'ai trouvé la permutation, mais je l'ai fait, j'ai démontré l'égalité avec la permutation qui est une transposition, là c'est la transposition EJ, mais j'ai démontré l'égalité uniquement dans le cas où L est égal à I. Alors on va faire L. Si L égale J. Alors, donc, on va voir ce qui va se passer. Ouais, plutôt changer de page. Donc, si L égale J, là ça fait J, voilà. Donc I est différent de J, donc ça fait 0. Là, bah, J égale J évidemment, donc ça fait 1. I est différent de J, donc ça fait 0. Et lui fait 1. Donc il va rester quoi? Il va rester delta Kj moins delta Jk, mais c'est pareil. Donc ça va s'annuler. Et il va rester delta Ik. Delta Ik, voilà. Et delta Ik, bah, rebelote. Hein. Delta Ik, c'est... Donc là, ça se simplifie. Et delta Ik, qu'est-ce que c'est? Delta Ik, je peux l'écrire comme 1 si K égale taux et J de L. C'est vrai ça? Oui, parce que L égale J, donc taux et J de L, ça fait I. Et donc, c'est bon. Et 0 si K est différent de taux et J. Voilà. Et donc ça, c'est exactement le coefficient de la matrice Q de taux et J
pris en KL. Et maintenant, il reste un autre cas. Si le L, c'est un entier dans un N qui n'est pas IJ. Tac, on va... Voilà, c'est plus joli. Et bien, dans ce cas-là... je sais pas, on va voir. Hein. Alors, dans ce cas-là, L est différent de I, on est bien d'accord. L est différent de I, donc lui, il fait 0. Voilà. Lui, il fait 0, L est différent de I. L est différent de J aussi, donc lui fait 0. L est différent de I, donc lui fait 0. Et L est différent de J, donc lui fait 0. Donc on obtient delta KL. Et delta KL, rebelote, c'est exactement 1 si K égale tau, je vais y arriver, K égale tau et J de L. Ici, là, le tau et J de L, en fait, ça fait L. Car L ne vaut pas I et J. Et une transposition, la transposition IJ, elle va faire bouger I en J et J en I, mais pour les autres éléments, elle ne va pas les bouger. Donc ça fait vraiment L, d'accord. Donc c'est pour cette raison, ok. C'est pour cette raison, delta KL, ça fait ça. Parce que lui, il vaut L, en fait. Donc, mais je préfère l'écrire de cette façon-là, comme ça, je peux me ramener... à vraiment le coefficient en position KL de la matrice Q tau et J. Et donc, K... Voilà. Et ça, eh bien, ça fait... Ça fait coefficient de tau et J en position KL. Finalement, eh bien, PIJ est égal à Q de tau et J. Voilà, une formule aussi simple que ça. Mais alors, mettez-moi dans les commentaires hein, si vous avez une façon plus simple. Moi, je serais curieux. Après, pour moi, c'est la façon la plus naïve de le faire. C'est peut-être pas la façon la plus la plus élégante, ou enfin, j'en sais rien, mais bon, c'est la façon que j'ai en tête. Voilà. Je vois pas trop comment faire ça différemment. Donc, bref, voilà. Si vous avez une autre façon de faire, c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est bon. Alors la B, démontrer soigneusement que la matrice obtenue à partir de A en échangeant les lignes I et J est le résultat du produit matriciel PIJ-A. Donc en gros, on prend la matrice A, on lui fait LI échangé avec LJ, et comme par magie, la matrice qu'on obtient, c'est PIJ fois A. Alors, déjà, on va juste être juste scolaire. Si jamais on donne un nom à la matrice, celle-là, là, quand on dit la matrice obtenue à partir des machins, cette matrice-là, si on l'appelle B, en gros, faut montrer que B égale PIJ, de PIJ fois A. Okay, donc c'est une égalité de matrice à démontrer. Et l'égalité de matrice à démontrer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut démontrer que le coefficient KL de la matrice B, c'est PIJA, coefficient KL. Voilà. Enfin, je dis voilà, comme si c'était simple, mais il faut simplement écrire ce que c'est B. Donc, on va prendre une matrice, bon, elle est déjà donnée ici, alors on va la fixer tout de suite. Donc, prenons une matrice A. Alors, il n'y aura pas une petite erreur là? Là, ils se sont plantés, là, non? Là, c'est N qui veut le dire, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que là, il y a une petite erreur, là. Là, c'est N. Donc, on va prendre une matrice A. Je vais donner un nom à ces coefficients. Je vais les noter de façon très originale, A et J. Et je vais noter... La difficulté, c'est d'expliciter ces coefficients, mais on va le faire. On va noter B
la matrice, peut-être B et J, parce que ça va dépendre de I et J. Donc on va fixer IJ avant. Voilà. Et là, voilà. Donc on va noter B et J, la matrice obtenue à partir de A en faisant en échangeant les lignes I et J. Là, la difficulté, enfin en tout cas la première difficulté qu'on a, c'est pour ça qu'il dit soigneusement, c'est d'expliciter les coefficients de la matrice B. Donc B, le coefficient de la matrice BJ en position KL, il vaut quoi? Eh bien, il vaut quoi? C'est que les lignes qui vont bouger. En fait, les colonnes restent toujours les mêmes. Les colonnes restent toujours les mêmes. Donc là, on a des lignes. Là, on va avoir un petit coefficient AKL. Voilà, là, il y a un coefficient. Et là, on se demande quand est-ce qu'on le change, ce coefficient. On va le changer s'il est sur la ligne I. S'il se trouve sur la ligne I, c'est donc qu'on fait référence à AIL. Voilà. Eh bien, lui, on va l'échanger et on va lui mettre AJL. D'accord. Donc, en fait, on a dit, si K égale I, donc si je me trouve sur la ligne I, le coefficient AIL, eh bien, c'est plus le coefficient AIL, c'est le coefficient AJL. Et pareil, si je suis sur la JM ligne, eh bien, ça ne sera pas AJL, ça sera AIL. Et par contre, si je suis sur une autre ligne, on ne fait rien. Si je suis sur une autre ligne, vu que je prends le coefficient en position KL, c'est toujours AKL. Il n'y a pas... Ça, c'est K n'appartenant pas à IJ. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le truc le plus chiant. Alors, ça me fait penser que ça, en fait, on peut l'écrire à ça me fait penser qu'en fait, on peut l'écrire avec... on peut écrire ça... Si K égale... Si K égale I, ça fait J. Vous voyez le truc? Si K égale I, ça fait J. Si K égale J, ça fait I. Et si K, il n'appartient pas à ça, ça fait K. C'est un peu comme si... c'est un peu comme si on pouvait oublier tout ça. Et là, on met TOIJ de K. Alors, est-ce que c'est vrai? Je le maintiens comme ça, je le regarde un peu. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Eh bien, si K égale I, ça fait A, J, L, c'est bon. Si K égale J, ça fait A, I, L. Et si K, il appartient pas au support, ça fait K. Ok, bon parfait. Donc ça, c'est aussi A, indice TOIJ de K, virgule L. Et là, ça va être plus simple à travailler avec... Enfin, j'espère. Mais je pense que ça va être plus simple, parce que là, en fait, on a trouvé une formule assez explicite. Alors, c'est parti. Maintenant, notre but, c'est de démontrer que le coefficient en position KL de la matrice B, IJ, est égal au coefficient en position KL de la matrice... C'était quoi? C'était PJA. Donc, on recopie. Donc là, voilà, ça fait ça. Alors, non, on va plutôt partir de l'autre, pardon. Parce que là, après, je ne sais plus trop ce qu'on peut dire de ça. On va plutôt regarder l'autre. PJA. Donc, c'est un produit. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que PJ, c'est Q
de Toiji A. Donc là, c'est un produit. Alors là, faut pas se planter. Le problème, c'est que tout est pris. Les indices I, J, K, L sont pris. J, K, L, M. Bah, on va prendre M. Donc là, c'est un produit. C'est le coefficient d'un produit. Donc il y a une formule pour ça. J'utilise la lettre M. M égale 1 à N. Des delta. Alors, ça va être. Là, faut pas se planter. Donc ça va être, normalement c'est quoi? C'est delta I, normalement c'est delta I sigma. Donc c'est les AIK, c'est les AI, normalement. Alors, laissez-moi juste le refaire tranquillement. En fait, je me rappelle de la formule, voilà, donc la formule c'est somme pour k égale 1 à n DAIK BKJ. Regardons cette formule. Déjà, cette formule, on va l'appliquer avec un P. En fait, j'ai vraiment pas envie de me planter, donc voilà, je préfère prendre un petit peu de temps. Donc là, ça fait PJ. Et c'est pas en position IJ, c'est en position KL. Donc là, ça fait KL. Maintenant, AKP. Alors nous, on a quoi? On a normalement Q, c'est QI sigma J. Voilà, ça c'est la définition. Mais moi, je l'applique pas avec sigma, je l'applique avec Toiji. Donc Toiji. Et en plus, je le regarde pas avec des I et des J, moi je le regarde avec des K et des P. Donc ça fait delta K Toiji P. Voilà. Donc AKP, BPL et BPL, bah, le coefficient c'est A. Donc APL. APL, sans mauvais jeu de mots. Alors, on continue. Donc là, bon bah, j'ai envie de dire tous les termes sont nuls, sauf le terme lorsque K est égal à ça. Et donc il va rester simplement A. Qu'est-ce que je raconte moi? Tous les termes sont nuls. Ah oui, non, pardon. Non. Non, je suis bête. Non, je sais pas pourquoi je mets des P là. Ou alors, ouais. J'avais dit que je mettais des M. Voilà. Alors, pardon. La somme, elle se fait sur M. Tous les termes sont nuls. Tous les termes, sauf le terme M pour lequel K est égal à Toiji de M. C'est-à-dire tous les termes sauf pour M qui vaut M égale Toiji-1 de K. D'accord? Et sinon, ils valent tout 0 parce que symbole de Kronecker. Donc, je vais juste garder le terme pour M égale Toiji-1 de K. Ce qui va donner A indice Toiji-1 de K, L. Mais une transposition est d'ordre 2, et son inverse c'est lui-même. Donc Toiji-1, c'est simplement Toiji. Et là, je suis content. Je suis content parce que j'ai obtenu exactement la même expression. Voilà. Et ça fait le coefficient en position BIJ KL. Voilà. Bon, je vais pas faire de phrase de conclusion, mais là, tout y est. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Heureusement qu'ils ont mis soigneusement parce que là, c'est quand même pas... C'est quand même un peu chiant à écrire. Alors, question 10. Donc, soit Q dans Z, IJ distinct. On pose Toiji. Toiji Q, c'est quoi? C'est l'identité plus moins Q et J, ça d'accord. Démontrer que TJQ est dans GLN2Z. Bon, c'est bidon ça. Son déterminant, il est égal à 1. Et on a une caractérisation des... On a vu que GLN2Z, c'était l'ensemble des matrices dans MN2Z qui ont un déterminant égal à plus ou moins 1.
Donc, bon, on va dire, on a... Alors, ok, il faut tout fixer. Donc, fixons tout. C'est pour la 10. Voilà. Donc, je vais prendre Q dans Z. Et je vais prendre IJ dans un n carré. Le déterminant de la matrice TIJK, bah c'est C1, parce que c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc c'est le produit des éléments diagonaux. Donc je précise. Matrice triangulaire supérieure. Voilà. Donc le déterminant C1 et donc et comme taux et JQ est une matrice à coefficient dans Z, eh bien je vais pas écrire mon alors normalement là. Alors d'après je crois que c'était les questions 6A et 6B. D'après 6A et 6B, on a une caractérisation des matrices de GLN de Z. Alors même on peut juste utiliser c'est d'après 6B. C'est juste d'après 6B. D'après 6B, TIJQ appartient à GLN de Z. Voilà, donc ça c'était un peu... Ça c'était cadeau. Là, voilà, ça c'est bon. Alors, démontrer soigneusement que la matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération CJ reçoit CJ moins Q CI est le résultat du produit matriciel A TIJQ. Bah c'est pareil, faut noter, voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc ça va encore nous prendre du temps, mais on n'a pas le choix. Hein. Ouais. On n'a pas le choix, ouais. Ça a dû faire perdre du temps. Ça, moi, si j'étais en épreuve, ça m'aurait fait perdre beaucoup. Bah là, vous voyez le temps que je mets à l'écrire. Donc, on va noter BIJQ. La matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération CJ reçoit CJ moins QCI. Voilà. Et nous, déjà, on va expliciter ces coefficients, hein, parce que, bon, faut bien réussir à exploiter, faut réussir à écrire des choses. Hein, donc, on veut les coefficients à tout prix de B et JQ. Et donc, on y va. Donc, B et BIJQ en position KL. Et c'est à partir de là qu'il va falloir réfléchir. Alors, cette fois, c'est des colonnes. Si on se trouve sur la JM colonne, si on est sur la JM colonne, il se passe un truc. Si on n'est pas sur la JM colonne, il se passe rien. Les colonnes, ça va être avec L. Donc, si on n'est pas sur la JM colonne, il se passe rien. C'est-à-dire que là, quand je regarde le coefficient KL, c'est vraiment le coefficient en position KL de la matrice A, c'est-à-dire c'est AKL. Par contre, si on se situe sur la JM colonne, on doit prendre le coefficient sur la JM le coefficient sur la JM colonne et aussi sur la KM ligne.
et lui retrancher, donc c'est-à-dire, là je suis simplement en train de parler de AKJ, ça c'est celui qui se situe sur la km ligne JM colonne, et bien lui, il va lui arriver à un truc, c'est que grâce à l'opération qu'on a dit, on va lui retirer Q fois CI, on va lui retirer Q fois CI, et sur CI, on est toujours sur la ligne K, mais on est sur la colonne I. Voilà. Donc ça fait ça. Alors je vérifie que je ne me suis pas planté. AKJ, QAKI, oui, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Maintenant bah, on veut montrer que ce coefficient, c'est bien le coefficient en position KL de la matrice ATIJQ. Donc il faut regarder cette matrice et son coefficient plus précisément en position KL. Donc on va garder pareil que tout à l'heure, la lettre N, c'est pas mal. Donc on a dit quoi? On a dit c'est AIK, AIK mais... oui, AIK mais c'est pas I, c'est lui, donc A, K. Et la lettre K, c'est l'indice de la somme, c'est M, donc c'est AKM. Et après, alors, bon, il va être un peu, ouais. Et après, il y a le coefficient de la matrice TOIJQ en position. La formule, c'est AIKBKJ, mais l'indice de la somme, c'est M, donc ça fait ML. Et c'est ce qu'on va calculer. Donc, lui, on en a besoin. Alors lui, ils sont sympas, enfin, sympas, on aurait pu le trouver tout seul, mais c'est identité moins QEJ, donc c'est identité moins QEJ, coefficient en position KL. Alors ça, c'est un truc qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Le coefficient en position KL de la matrice identité, bah, c'est delta KL. Je sors Q, et le coefficient en position KL de la matrice EIJ, c'est, on a dit, c'est IKJL, donc c'est delta IK delta JL. Voilà. Pardon, on avait dit que c'était... excusez-moi. Là, j'ai pris M, donc ça va pas être K. Ça va être M. Et ça ne va pas... Oui, bah c'est bon, voilà. Ok. Ok. KL, IM, JL. Donc, revenons à notre matrice. Donc celle-ci, au final, elle va donner quoi? Donc c'est toujours... elle va donner ça, mais avec le coefficient que je viens de calculer. C'est-à-dire ça. Alors là, un petit peu trop petit, donc on va... Tac. Voilà. Bon, il va falloir simplifier tout ça. Alors, déjà, nous, on va arriver à quoi? On va arriver à... Voilà. On va arriver à BIJQ, coefficient KL. Donc, on voit bien que la distinction se fait sur L égale J, L différent de J. C'est pour ça que là, hop, premier point, si L égale J, histoire de simplifier tout ça, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Si L égale J, eh bien, je dirais que ça va beaucoup se simplifier. Vous voyez déjà ce terme-là, lui, il va
partir, enfin il va faire 1. Donc, peut-être que ça va pas tant se simplifier que ça. Voilà, alors lui le égal, on va le mettre là. Donc on a dit si L égale J, ce terme-là s'en va. Et on va obtenir ça. Alors maintenant, je peux... Un petit peu comme ça. Alors, dans cette somme, qu'est-ce qu'on peut dire de cette somme ouais, un peu chiant, hein. M égale L, M égale I. M égale P. Ah oui, on a dit que L était égal à J. Ok. Oui, bon, ça m'avance pas. Bon, en fait, je veux dire, les coefficients de Kronecker se calculent bien si on sait quoi dire sur les... Voilà, si M égale J, M égale I. Alors, je vais retirer le terme. Je vais retirer le terme pour M égale petit i. Je vais retirer le terme pour M égale I, ce qui va faire AKI delta IJ moins Q delta II. Ça, c'est le terme... Ça, c'est le terme pour M égale I. Je vais faire pareil avec le terme pour M égale J. Donc ça va changer un petit peu. Le terme pour M égale J, ça fait AKJ. Pour M, le terme pour M égale J, ça et delta JJ. Et là, c'est M égale J, IJ. Et il va rester une somme pour M n'appartenant pas à IJ. Je ne la recopie. Si, allez, on va la recopier. J'ai une petite flemme, mais heureusement j'ai les copier-coller. Hop. Et celle-ci, alors celle-ci, elle vaut 0. Hein. Cette somme vaut 0, bah vous le voyez bien. Là, M n'est pas égal à J, donc lui vaut 0. Là, vous le voyez bien, M n'est pas égal à I, donc lui vaut 0. Voilà. Donc ce qu'il va rester, d'ailleurs au passage, vous voyez, là il y a des petites simplifications qu'on va faire tout de suite. Lui, il fait 1. I est différent. Est-ce que I est différent de J? Je crois pas. On a pris I différent de J là-dedans. Ah oui, I et J sont distincts. Donc... I est différent de J, donc lui, il fait 0. Voilà, et lui, il fait 1, et lui, il fait 0. Bref, on va obtenir AK moins Q AKI plus AKJ. Voilà. Ce qui est en fait exactement la même chose que ça. Dans le cas où L égale J, on a bien montré le truc. Maintenant, on va faire le cas où L est différent de J. Alors, si L est différent de J, bah, c'est un peu la même histoire, hein, j'ai envie de dire. Si L est différent de J. Je vais reprendre la formule.
Si L est différent de J, vous voyez ce terme-là. Alors, peut-être que je peux dire... Alors, le delta JL est égal à 0. Et donc, ce coefficient-là, eh ben, il va être égal à... celui-là. Voilà. Et là, maintenant... Alors, essayons de mettre tous sur une même ligne. On va laisser les trucs respirer un peu parce que c'est un peu tassé. Voilà, et là, à l'intérieur de cette somme, tous les termes valent 0, sauf le terme pour m égale L. Ce qui fait AKL. Donc là, on vient vraiment de démontrer que pour tout KL appartenant à un N, eh bien, on a démontré que A taux et JQ, position KL, c'est exactement la matrice BIJ en position, coefficient en position KL. C'est-à-dire que A TJQ est égal à BIJ. Ouf! Voilà, j'espère qu'on va pas le refaire parce que ça c'est quand même assez chiant. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, donner sans démonstration une matrice SIJQ dans GLN de Z telle que SIJQ est la matrice obtenue en effectuant l'opération LJ reçoit LJ moins QLI. Là, c'était avec les colonnes tout à l'heure. Et là, on veut faire avec les lignes. C'était avec les colonnes, on va faire avec les lignes. C'était avec les colonnes. On veut faire avec les lignes. Si c'était avec les lignes, ça veut dire que notre matrice BJ, qui est la matrice de A obtenue en faisant LJ reçoit LJ moins QLI. C'est bien ça? Oui. Eh bien, cette matrice-là en position KL, cette fois, c'est les lignes. Donc les colonnes, donc c'est des A indices truc, virgule L. Les colonnes, on n'y touche pas. Hein. Les colonnes, on n'y touche pas, c'est L. Mais si le K n'est pas sur la ligne, la JM ligne, c'est vraiment AKL. Par contre, si le K est sur la JM ligne, on va prendre AJL et on va lui retirer AQAIL. Voilà. D'accord. Ok. Et donc ça... Quelle est la différence avec ça? Ah ouais, là c'était L égale J, L différent de J, et là c'est K égale J, K différent de J. Donc on a interverti les lignes et les colonnes. Bah en fait, je pense que c'est... c'est quasiment pareil, sauf que c'est pas EIJ, c'est EJI. En gros, on a fait... là, on l'a pas mis ici, on l'a mis là, quoi. Je pense que c'est ça. Alors, donner sans démonstration, ce que je vous propose, je vais l'écrire, je vais dire la matrice SIJ, c'est ça. Et moi, je vous conseille de le faire, vérifier
En plus, là, je vous ai donné les coefficients, donc ça va être assez simple. Vérifier exactement de la même façon. Bon, c'est peut-être un petit peu long, mais vérifier que c'est bien la bonne chose. Que BIJ en position que le coefficient en position KL de BIJ, c'est bien le coefficient en position KL de la matrice SIJQ de A. Donc moi, je vais juste le... Oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. Hein. Donc là, je vais mettre SIJ de Q, IN moins Q, EJ. Voilà.